Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Puis je vais remercier aussi nos sponsors qui nous permettent voilà, de faire cette masterclass et qui me permettent de faire le point sur la supplémentation fibrinogène, mes conflits d'intérêts. Et je vais commencer tout de suite, enfin d'abord, par un petit peu d'histoire de l'art et d'histoire de la médecine. Je pense que vous connaissez tous au moins de nom Monsieur Malpighi. Malpighi, c'était un médecin italien, Université de Bologne, Université de Pise, dans les années 1650 et qui est considéré comme le père de l'histologie, puisqu'il a eu la chance de débuter la médecine en faisant des dissections et puis de voir apparaître le microscope et il s'est mis à regarder au microscope tout un tas de choses. Et il disait: «Si vous aimez voir des jolies choses, je vous conseille d'examiner ce caillot sanguin au microscope et vous verrez un réseau fibreux, une texture fibreuse, un réseau de fils qui ressemble un petit peu à des nerfs et qui font des petites niches, en nid d'abeilles et il s'extasiait, devant ce réseau. Il a fallu attendre quelques années pour qu'on donne, à ce, réseau le nom de fibrine et vous voyez, ce qui, rendait très heureux monsieur Malpighi, c'était tous ces petits filaments ici, où là, on voit juste, de la fibrine dans laquelle, on peut voir aussi des plaquettes qui vont se fixer et finalement un vrai caillot sanguin, réel, en conditions réelles. C'est ce réseau de fibrine qui est capable finalement de capter à la fois les plaquettes et les globules rouges. Quand j'ai vu la date, je me suis quand même dit qu'on avait un petit peu progressé depuis, on comprend un peu mieux ce qui se passe, mais finalement, il y a encore plein de choses qui nous échappent et la médecine n'avance pas si vite. Si on vient un petit peu plus qu'au microscope, maintenant on a compris la structure de ce réseau de fibrine. Et en fait, ça commence avec le fibrinogène. Le fibrinogène, c'est cette grosse molécule qui est en fait un hexamère, donc il y a 6 chaînes, 2 chaînes alpha, 2 chaînes A, 2 chaînes B, 2 chaînes C, qui sont reliées au niveau de leur région N-terminale dans cette région C, E, pardon, région E, et puis les régions C qui sont en périphérie. Et puis sous l'action, de la thrombine, les fibrinopeptides qui sont ici au niveau de la région E vont être libérés, ce qui va permettre, très schématiquement, de libérer en fait des extrémités ici, N-terminales qui vont pouvoir aller ensuite s'enchâsser dans les régions C-terminales d'autres, molécules de fibrinogène, enfin de fibrine et du coup créer ce réseau de fibrines qui s'entremêlent l'un dans l'autre. Ensuite arrive, le facteur 13 qui va, faire des liaisons covalentes entre les domaines A alpha ou A gamma, c'est toutes les croix X qu'on voit ici et finalement, on en revient donc à ce très joli, réseau de fibrine qui va être toute la structure de notre caillot et cette fibrine, elle a quand même des propriétés incroyables. Vous me croirez ou pas, mais finalement le filament de fibrine ici est plus élastique, a une élasticité plus importante que, le fil de la toile d'araignée. Bref, le fibrinogène, je pense que vous savez tous que c'est un des facteurs, importants, de la coagulation. C'est une des molécules essentielles et quand on s'intéresse à l'hémorragie, qu'on regarde un petit peu ce qui se passe en cas d'hémorragie, on se rend compte que le fibrinogène, dans les hémorragies importantes, est le facteur qui va présenter la diminution la plus rapide et la plus précoce par rapport, aux autres, facteurs de la coagulation. Donc c'est ce qui est représenté ici. Vous voyez dans cette première, étude, c'était une étude en chirurgie digestive urologique où les auteurs regardaient en fonction de la perte sanguine les taux de fibrinogène. Alors à l'époque, vous remarquerez que la limite qu'ils avaient mise était de 1 gramme par litre parce qu'on considérait que c'était le seuil minimum de fibrinogène à atteindre enfin ne pas dépasser, en cas de saignement. Maintenant ce seuil, on l'a remonté à 1,5 g, donc je vous l'ai mis ici en rouge et vous voyez qu'on l'atteint dès que les patients ont saigné une masse sanguine. Ça a été montré en chirurgie, ça a été également montré, en obstétrique. Alors là, les volumes de saignement sont un petit peu plus importants, mais pour passer en dessous des seuils de 2 grammes qui sont actuellement recommandés, vous voyez qu'on y arrive quand même. Alors pas pour tous les patients, mais pour un certain nombre de patients. Pas d'hémorragie du postpartum, on arrive assez vite en dessous de ce seuil de 2 grammes. Et donc c'est vraiment le premier facteur à atteindre des seuils critiques. Les auteurs que je vous avais montré tout à l'heure en chirurgie urologique l'avaient bien montré, puisque vous voyez qu'à l'époque, donc quand on pensait qu'il fallait 1 gramme par litre de fibrinogène,
on était à 1,4 masse sanguine et pour tous les autres facteurs et même les plaquettes, il faut attendre au moins 2 masses sanguines pour atteindre les seuils critiques. Ce qui est peut-être plus intéressant, c'est cette étude-là dans le trauma, qui montre aussi que dans le trauma, dans le traumatisé sévère en choc hémorragique, on a une diminution rapide, du fibrinogène. Alors la courbe est facile à comprendre visuellement. Quand on s'intéresse un petit peu à la construction, c'est plus difficile. Mais en fait, les auteurs ont regardé le temps qu'il fallait pour, atteindre les seuils critiques de différents facteurs, le fibrinogène, les plaquettes, les temps de coagulation par rapport aux ratios qui sont considérés comme critiques. Et visuellement, vous voyez bien que le fibrinogène est le premier à descendre et à descendre très rapidement. Et ce qui est intéressant, c'est que si on regarde les critères de transfusion massive, le fibrinogène chute beaucoup plus rapidement, donc atteint ses limites seuil avant qu'on ait déclenché la transfusion massive. Donc c'est vraiment un des indicateurs précoces de ce saignement. Physiologiquement, comment est-ce qu'on explique la baisse du fibrinogène dans les hémorragies? Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. C'est les facteurs classiques de la triade de la coagulopathie. Il y a d'abord la consommation de facteurs au niveau du saignement. Il y a la dilution, quand on va apporter des cristalloïdes ou d'autres solutions de remplissage. Il y a l'activation de la fibrinolyse. Et puis, il ne faut pas non plus négliger le rôle que peut avoir l'acidose et l'hypothermie sur la manière dont le fibrinogène va ensuite s'arranger dans le réseau de fibrine. Et donc avec tout ça, ce qu'on sait maintenant, c'est que l'hypofibrinogénémie est associée au saignement et aux besoins transfusionnels chez le patient traumatisé et que l'hypofibrinogénémie est aussi un facteur prédictif de mauvais pronostic. On sait également en obstétrique que l'hypofibrinogénémie est associée à un risque d'hémorragie sévère du postpartum et c'est là probablement où on a le plus d'arguments prédictifs avec des études qui ont montré que la fibrinogénémie, au moment où commençait l'hémorragie du postpartum, le taux de fibrinogène à ce moment-là permettait de prédire avec une bonne valeur prédictive positive et une bonne valeur prédictive négative l'évolution du saignement dans le sens où, pour des fibrinogénémies inférieures à 2 grammes par litre au moment où débute l'hémorragie, on a quasiment une valeur prédictive positive de 100% d'évolution vers une hémorragie sévère. Enfin, en chirurgie, on sait que l'hypofibrinogénémie est associée à un risque de saignement et de recours à la transfusion. Ça a été montré essentiellement en chirurgie cardiaque et dans la chirurgie chez le patient cirrhotique. Alors évidemment, quand on voit ça, quand on connaît un petit peu les études qui montrent le bénéfice à transfuser du fibrinogène, quand on a une hypofibrinogénémie dans les situations de saignement, je ne vais pas du tout m'attarder sur ces études-là, on aurait presque envie d'administrer très précocement le fibrinogène quand ça saigne, justement pour éviter l'évolution vers un saignement plus important. Je vais vous montrer deux études qui vont contre cette stratégie de traitement préventif. La première, c'est une étude qui a été faite en obstétrique, où les auteurs ont inclus 249 femmes avec des critères d'hémorragie du postpartum sévère. Donc, c'était soit des accouchements voix basse qui saignaient plus de 500 millilitres, soit des césariennes avec des pertes sanguines à plus de 1 litre. Et dès qu'ils avaient les critères de définition de cette hémorragie sévère du postpartum, les femmes recevaient soit 2 grammes de fibrinogène, soit du placebo. Vous voyez que dans la cohorte, on a essentiellement des accouchements voix basse, puisqu'il y a seulement 15% de césariennes. Les causes d'hémorragie du postpartum sont multifactorielles, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à 100% quand on additionne tous les facteurs, mais il y a de l'atonie utérine, c'est une des causes principales. Il y a les lésions traumatiques, les lacérations vaginales, du col, etc. Et puis il y a quand même aussi 60% des patients qui ont une rétention placentaire. Quand les patientes ont été incluses, elles commençaient à saigner. Un taux de fibrinogène était fait, mais les investigateurs et les patientes n'avaient pas le résultat de l'étude. Mais ce qu'on sait a posteriori, c'est qu'au moment où les patientes ont reçu le fibrinogène, la fibrinogénémie était quand même encore assez élevée, puisqu'on était à 4,5 grammes par litre en moyenne, et qu'il y avait seulement 1% de femmes dans le groupe fibrinogène et 4% de femmes dans le groupe placebo qui avaient une fibrinogénémie inférieure à 2 grammes. Donc on était loin des seuils recommandé de transfusion de fibrinogène, enfin de perfusion de fibrinogène. Et globalement, le fibrinogène était administré, on va dire, 1 heure après le début du saignement. Alors, sans évidemment grande surprise, quand on administre du fibrinogène, la fibrinogénémie
augmente un petit peu, voire ne diminue pas, alors que dans le groupe des femmes qui ne recevaient pas le fibrinogène, bah, évidemment, lié au saignement, on voit la fibrinogénémie qui diminue, mais qui reste somme toute dans des valeurs qui sont plutôt acceptables, hein, puisque vous voyez que c'est toujours au-dessus de 3 grammes. Et donc là, bah, étude négative, il n'y a pas d'intérêt à perfuser, à administrer du fibrinogène devant une hémorragie du postpartum si on n'a pas d'hypofibrinogénémie associée, puisque vous voyez qu'il n'y a aucune différence, que ce soit en termes de besoins transfusionnels, de nombre de culots reçus, de volume de saignement. Le volume de saignement est là, c'était 1,7 litre dans les deux groupes, donc on n'a aucune réduction ni du saignement, ni du recours à la transfusion, ni même en fait de l'hémoglobine post-opératoire, donc étude négative. Ça a été fait également en chirurgie, là c'est une étude en chirurgie cardiaque, c'était de la chirurgie aortique, 519 patients qui en sortie de CEC, une fois que l'héparine était réversée par la prothrombine, lorsqu'il y avait un saignement évalué entre 60 et 250 grammes millilitres en 5 minutes, les patients recevaient soit du fibrinogène, soit du placebo. Selon un algorithme qui était quand même très généreux, puisque les patients qui recevaient le fibrinogène recevaient en moyenne plus de 6 grammes de fibrinogène. Là, pareil, c'était une étude en aveugle, donc la cinétique et les taux de fibrinogène n'étaient pas connus des investigateurs, mais vous voyez que les patients en préopératoire avaient 3 grammes par litre de fibrinogène. À la fin de la CEC, on était aux alentours des 2 grammes, en tout cas au-dessus d'1,5 gramme, on a l'impression. Puis évidemment, les patients qui recevaient le fibrinogène avaient une augmentation de leur fibrinogénémie qu'on ne voyait pas dans le groupe placebo. Et puis, ça se répercutait finalement tout au long du séjour. On gardait cette différence de fibrinogénémie dans les deux groupes. Et là, bizarrement, les auteurs ont été très surpris, alors qu'il y avait dans le protocole un protocole transfusionnel, de remarquer que dans le groupe qui avait reçu le fibrinogène, on avait plus de transfusion de globules rouges, puisque les patients recevaient en moyenne 5 CGR, alors que dans le groupe placebo, c'était 3. Alors, ce résultat sur la transfusion de globules rouges, je pense qu'il faut quand même beaucoup le mitiger. Quand on regarde ce qui a été fait dans les centres, il y a certains centres qui ont suivi les algorithmes transfusionnels et d'autres qui n'ont absolument pas suivi les algorithmes transfusionnels. Donc, c'est très difficile de se baser sur ces résultats-là. Je vous l'ai montré parce qu'elle est caractéristique et que je suis sûre que vous en souviendrez. La même équipe a refait le même principe d'étude après, un peu plus cadré sur la transfusion. Et en fait, ce qu'on voyait, c'est qu'il n'y avait pas de bénéfice en termes de saignement, mais qu'il n'y avait pas non plus de surtransfusion dans le groupe fibrinogène. Donc, pas d'intérêt, mais pas de surrisque non plus en termes de on augmente le saignement ou on transfuse. Ce qui fait que les recommandations actuelles sont d'utiliser le fibrinogène en traitement d'une hémorragie, en association avec une hypofibrinogénémie. Donc, je vous ai remis les guidelines ici pour le saignement périopératoire majeur, où il est recommandé d'administrer du fibrinogène en cas d'hypofibrinogénémie. Et on vous laisse le choix de la méthode, que ce soit les méthodes viscoélastiques ou la mesure du fibrinogène avec un cutoff à 1,5 g. Pour l'obstétrique, le cutoff, il est à 2 grammes. Ce qui est drôle, c'est qu'ils ont formulé les recommandations complètement à l'inverse, mais c'est la même chose. Donc, c'est 2 grammes et on monitore. Et là, c'est bien précisé, on ne donne pas du fibrinogène en préemptif. Donc, devant un début d'hémorragie du postpartum, on ne donne pas de fibrinogène si on n'a pas la preuve d'une hypofibrinogénémie associée. Et c'est la même chose aussi dans le trauma, où là, le cutoff est à 1,5 également. Ce qui fait que vous voyez bien que quand on parle de fibrinogène en cas d'hémorragie massive, on est obligé de parler de monitoring du fibrinogène, puisqu'il faut vraiment guider cette administration sur un résultat de fibrinogénémie. Comment est-ce qu'on peut faire? Il y a la méthode classique au laboratoire. J'ai pris ce 30 à 60 parce que je sais qu'il y a des laboratoires qui font très très vite. Chez nous, quand on demande un fibrinogène, je travaille à Genève, hein. C'est un peu plus long, c'est peut-être la Suisse, mais en général, il nous faut plutôt 1 heure et demie pour obtenir les résultats du fibrinogène au laboratoire. Et ensuite, il y a toutes les méthodes de biologie plus ou moins délocalisées, finalement. On a parlé tout à l'heure, Stéphanie a parlé de ces appareils qui évaluent différents paramètres de coagulation, soit par viscoélastométrie, soit par sonoréométrie, qui ont l'avantage de vous rendre plusieurs indications sur la coagulation, dont le fibrinogène, on va dire en moins de 15 minutes pour à peu près tous ces appareils.
que vous pouvez avoir au bloc opératoire ou délocalisé du moment que vous avez un circuit d'envoi des tubes de prélèvement sanguin assez rapide. Et puis, il y a également un autre appareil qui, là, pour le coup, est vraiment délocalisable. Je pense que vous l'avez vu sur le stand en bas, c'est le QLabs Fib, qui en fait fonctionne comme un HemoQ, c'est-à-dire vous avez une petite bandelette, vous mettez une petite goutte de sang et ça vous rend là une valeur non pas en millimètres, en hectopascal, donc qu'il faut quand même un petit peu intégrer dans la compréhension, mais qui vous rend vraiment une concentration en grammes par litre de fibrinogène. Pour revenir sur le dosage du fibrinogène, ça, c'est plutôt ce qui se passe à Genève, c'est-à-dire qu'on prend le tube, on attend que le transporteur vienne chercher les tubes, ça arrive au laboratoire. Selon la charge de travail de laboratoire, nous, on n'a pas l'appel rapide au laboratoire pour leur dire de prendre en extrême urgence notre tube, donc ça passe avec tous les autres tubes, c'est centrifugé un petit peu plus longtemps et puis on a le résultat un petit peu plus tard. Et ce que Isabelle nous montrait tout à l'heure, c'est que si vous voulez un petit peu changer ces pratiques-là, vous pouvez vous rapprocher de votre laboratoire et gagner sur toutes les étapes, ce qui quand même, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, ce qui demande quand même un vrai investissement et je ne suis pas sûre que ce soit si facile à mettre en place, de trouver le transporteur qui vient rapidement, d'avoir le technicien qui prend en charge votre tube rapidement et qui arrête sa tâche, de changer un petit peu peut-être les méthodes de centrifugation pour gagner sur ce temps-là et avoir un résultat plus rapide. Néanmoins, ça se fait dans certains centres, et peut-être qu'un jour on y arrivera aussi chez nous. Donc une fois qu'on a dosé, notre fibrinogénémie, on a les critères pour administrer du fibrinogène, comment est-ce qu'on va supplémenter notre patient en fibrinogène? Il y a 3 grands moyens. Les PFC, je ne dis pas que c'est ceux qu'il faut utiliser, mais néanmoins les PFC contiennent du fibrinogène, c'est du plasma frais congelé. Dans la concentration, en fait, il y a environ 2 grammes par litre, c'est la fibrinogénémie qu'on a, ce qui fait 0,4 grammes par poche de 200 millilitres, c'est à peu près le volume moyen des poches, également en France. L'inconvénient du PFC, c'est que vous ne les avez pas forcément à porter, dans vos blocs opératoires, il faut les faire venir de l'EFS. Ça vient congelé, il faut les décongeler. Il y a toute l'histoire de la compatibilité transfusionnelle, à respecter. Par contre, l'avantage quand même qu'ont ces produits, c'est qu'en dehors du fibrinogène, ils contiennent quelques autres molécules qui parfois peuvent être intéressantes. Ensuite, on a les concentrés de fibrinogène. Les concentrés de fibrinogène, c'est de la poudre, un lyophilisat qu'il va falloir reconstituer. Le temps de reconstitution, il est rapide. En général, c'est moins de 10 minutes, quel que soit le concentré de facteur que vous ayez à disposition. La quantité de fibrinogène varie un petit peu en fonction des firmes qui vous fournissent, soit 1 gramme dans 50, soit 1,5 g dans 100 millilitres. Et puis, je reviendrai après sur la composition de ces facteurs. Je vous ai mis un mot sur les cryoprécipités parce qu'on les voit dans les études sur le fibrinogène, on ne les a pas en France, c'est surtout aux États-Unis, en Australie. En fait, ça contient 0,3 g de fibrinogène dans une petite poche qu'il faut également décongeler, mais ça contient tout un tas d'autres protéines. Si on regarde un petit peu la composition des concentrés de fibrinogène qu'on a à disposition sur le marché français, vous voyez qu'en termes de fibrinogène, de quantité de fibrinogène, c'est à peu près la même chose. Il y a des petites différences, certains qui contiennent un peu plus de facteur von Willebrand, d'autres qui contiennent un petit peu plus de facteur 13, sans qu'on sache réellement en clinique l'impact que ça peut avoir. Est-ce que ces concentrés sont différents les uns des autres? Difficile à dire parce qu'on a peu d'études cliniques, on a quelques études in vitro. Donc la première, c'était une étude qui prenait du sang total de patients, qui diluait en fait avec des cristalloïdes de 40 le le sang et puis qui administrait des quantités croissantes de fibrinogène 0, 0,5, 1, 1,5, 2 et puis on voit finalement que pour tous les concentrés, vous avez une augmentation sur un paramètre qu'on peut discuter, c'est le MCF en thromboélastométrie avec du Rotem. Mais globalement, on voit que quand on l'administre, on arrive à corriger ce MCF. Si on regarde d'autres paramètres, le clot formation slot, donc c'est un critère un peu plus global de comment se forme le caillot, on a l'impression de voir des petites différences entre les concentrés, mais là encore une fois, c'est purement du in vitro fait avec un appareil sur des paramètres dont on ne sait pas comment les relier à la clinique. J'en reviens à monsieur Malpighi quand même pour vous montrer que définitivement un réseau de fibrine, c'est quand même très, très joli.
Donc, dans cette même étude, les auteurs ont regardé en fonction des concentrés et de la dose administrée l'aspect du réseau de fibrine qu'ils observaient. Donc là, c'est un réseau de fibrine normal. Et puis, vous avez là les trois concentrés disponibles. Ce qu'on voit, la première chose, c'est que plus vous augmentez la dose pour tous les concentrés, plus votre réseau devient dense. Donc, la densité des fibres est corrélée à l'administration, à la quantité de fibrinogène que vous administrez. Ce qu'on remarque aussi, si vous avez un œil un petit peu artistique, c'est la structure du caillot in vitro, qui n'est pas la même selon les concentrés qu'on utilise. Vous voyez qu'ici, ça ne ressemble pas tout à fait à ça ni à ça, mais néanmoins, la corrélation avec la clinique, on ne l'a pas. Donc, ça ne permet absolument pas de choisir un concentré par rapport à un autre. La seule chose dont je suis sûre, c'est que M. Malpighi aurait adoré regarder ces images. Donc en conclusion, ce avec quoi il faut que vous repartiez à la maison finalement, je pense que vous êtes venu avec, c'est évidemment le fibrinogène, c'est une des molécules qui est essentielle au processus d'hémostase et c'est le premier à atteindre des concentrations cliniques, que ce soit en cas de perte ou d'hémodilution. Il y a un réel intérêt à surveiller cette fibrinogénémie au cours des hémorragies massives et un intérêt des concentrés de fibrinogène qui ont un bien meilleur rendement que les PFC en termes d'apport de fibrinogène et qui ont l'avantage aussi d'apporter une quantité connue de fibrinogène et qui ont une disponibilité immédiate. Je crois que vraiment le traitement en préventif, ça commence à saigner, je donne du fibrinogène, même si on ne sait pas à quel niveau est la fibrinogénémie, ça il faut oublier. On traite une hémorragie et une hypofibrinogénémie avec des seuils qui sont à 1,5 g pour la majorité des situations et 2 grammes pour l'hémorragie du postpartum. On a bien vu l'intérêt d'avoir un monitorage rapide du fibrinogène en cas d'hémorragie, puisque c'est sur la base de ces résultats que vous allez pouvoir décider ou pas l'administration de fibrinogène. Et je terminerai en disant que finalement, on a quand même à l'heure actuelle aucune preuve qu'il y ait une corrélation entre enfin, une corrélation certainement, mais de dire que la correction de paramètres in vitro est synonyme d'efficacité clinique, ça on l'a pas. Donc finalement, on ne sait pas à quel point il va falloir corriger également vos tests in vitro pour avoir une efficacité clinique. Et comme c'est très beau, je vous en ai remis encore une fois un réseau de fibrine avec des globules.